essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Salut Francis. Salut Alex. Bon, là, on regardait l'entrée en bourse de SpaceX là, avec intérêt. Puis là, il y a eu un buzz au début. Puis là, le titre est monté en flèche. C'est comme une fusée. Donc, des fois, une fusée, ça redescend. C'est un peu ce qui se passe avec le titre Idéalement, de SpaceX. on la récupère quand elle atterrit. Sur son socle. C'est ce qui a rendu SpaceX célèbre. Évidemment, ils font à moindre coût ce que plusieurs tentent de faire depuis des décennies. Mais chose certaine, cette entreprise dont je vous ai beaucoup parlé parce qu'elle est fascinante, évidemment, c'est pas une entreprise, c'est des entreprises. Ça se comporte un peu plus en bon français comme une holding, une société en portefeuille, au même titre, par exemple, qu'un Berkshire Hathaway, l'entreprise de Warren Buffett, qui est une holding, c'est-à-dire qu'on détient des titres dans plein d'entreprises. Mais à la différence que Berkshire Hathaway a une approche très patiente, très transparente. On achète du Apple, on revend du Apple, on peut auditer les états financiers. Chez SpaceX, c'est complètement opaque et c'est surtout pas du tout basé sur des entreprises qui ont ce qu'on appelle des entreprises de valeur, là, c'est-à-dire qui font des profits, qui ont un modèle d'affaires là, comme de l'assurance ou, bon, Apple en est un bon exemple, qui ont une stratégie à très long terme. Ici, on est dans de la pure spéculation et effectivement, comme tu l'as bien dit, après une entrée en bourse à 135, on est monté bien au-dessus de 200, puis le titre est en train littéralement de s'effondrer là, depuis quelques jours. On est revenu à 135, donc au prix d'introduction, si bien qu'il y a environ 500 milliards de dollars de valeur qui a été détruit là, sur ces derniers jours, ces dernières semaines. Et là, il y a plusieurs analystes, dont Jeremy Grantham, qui est un célèbre investisseur là, new-yorkais, qui a commencé à dire que selon lui, il y a à peu près 90% de chances que cette entreprise va carrément s'effondrer, là, disparaître. Ah ouais. Il dit le gros pari, c'est l'intelligence artificielle. Dans les faits, les fusées, c'est bien, mais c'est une entreprise assez... il n'y a pas une grosse croissance. Là, je veux dire, il peut y avoir une certaine profitabilité, mais ça va augmenter peut-être de 5, 10, 15% par année. C'est bien, mais c'est pas des valorisations comme celles qu'on a vues. Et évidemment, la constellation de satellites a un marché adressable, c'est-à-dire une clientèle. Toi et moi, on ne va pas demain convertir notre système filaire à domicile en un système satellitaire. Il n'y a aucune logique. Demain, en tout cas. Et surtout qu'aujourd'hui, tu peux avoir un service Internet haute vitesse, haut de gamme, fiable, filaire pour 50 ou 60 $ par mois, alors que par satellite, forcément, c'est un modèle d'affaires qui va requérir qu'on paye 150 jusqu'à 200 $ par mois. Donc, à un moment donné, les gens ne seront pas dupes de changer sur la base du prix. Et donc, encore une fois, toujours la même histoire. C'est un titre hautement spéculatif. Est-ce que ça se pourrait qu'on aille sur Mars, que l'intelligence artificielle remplace tous les humains, dont Alexandre Dubé, et qu'on lance des roquettes tous les 2 jours? Peut-être, mais le pari inverse, selon Grantham, en tout cas, est plutôt le pari gagnant. Et donc, il situe à 90% quand même la probabilité que cette entreprise-là carrément disparaisse, ce qui est quand même un énoncé très fort là, quand on y pense. On ne peut pas remplacer Alexandre Dubé, l'IA n'est pas aussi vaillant. Là. Pas aussi vaillant, non. Mais Francis, il y a quelque chose de très comportemental en bourse aussi. Parce que ça, on a un bon exemple avec SpaceX, là. Il y avait beaucoup de ce qu'on appelle en anglais le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Puis ça, on a vu avec l'entrée en bourse de SpaceX, il y a des gens qui se garrochaient pour essayer d'investir, alors que une fois le titre arrivé en bourse, peut-être qu'il y en a qui ont fait beaucoup d'argent, mais je suis convaincu qu'il y en a qui en ont perdu ceux qui ont acheté au-dessus de 135, forcément, ont perdu un peu. Puis quand même, il y a eu de cet enthousiasme-là dans les premières semaines. Donc oui. Puis tu sais, fear of missing out, c'est cette crainte de rater quelque chose d'extraordinaire. Ce qui va nous rendre riches, l'opportunité qui va nous rendre riches. Mais il faut quand même se le dire, là, c'est quelque chose qui est quand même réservé à des gens qui ont un peu trop d'argent, qui ont un peu, tu sais, je veux dire, les gens, là, puis je parlais à LCN ce matin là, d'un rapport de la FAO qui dit que les gens là, qui se nourrissent pour 4,28 par jour, là, tu sais, les gens dans les pays en développement là, qui sont à la limite de l'apport calorique, là, ils n'ont pas de fear of missing out, ils ont fear of manquer de bouffe. Tu comprends? Ils sont pas à se demander sur quoi je pourrais bien spéculer pour que l'avenir de la conquête spatiale. Donc, c'est un problème de riches dans un pays ou des pays, notamment le Canada, les États-Unis développés, où il y a comme un surplus de liquidité, un surplus de capital, puis on est comme j'ai ce surplus que j'ai rien à faire. Est-ce que je pourrais pas manquer la conquête spatiale? Mais ça reste réservé à une toute petite
petite élite. Moi, personnellement, j'ai pas les moyens de m'engager dans des délires spéculatifs comme ceux-là. Je préfère préserver le peu que j'ai. Et je pense que pour beaucoup de gens qui sont justement, bon, on n'est pas à 4,28 par jour, là, mais tu sais, des gens qui n'ont pas excessivement d'argent en trop, c'est très risqué de faire des gros paris sur des titres comme ceux-là, parce que oui, tu peux multiplier ton argent par 10, mais les probabilités, comme jouer à la loterie, c'est que tu vas tout perdre. Fait que tu sais, pourquoi tu te lances pas dans un truc qui rapporte 7% par année à perpétuité? Il me semble que, tu sais, quand tu as peu d'argent, c'est peut-être un petit peu le pari plus intéressant pour certains. On va rester dans les chiffres. De nouveau, tariff. Oui. Cette fois pour le Brésil. Ben là, on avait prévenu, hein, depuis que la Cour suprême a déclaré que les tarifs qu'on appelle IEPA, là, qui avaient été mis en place par Donald Trump, étaient illégaux. D'ailleurs, ces tarifs-là qui sont en voie d'être remboursés là, par l'État fédéral américain. Ben là, M. Trump cherchait par différentes façons de remettre des tarifs en place. Donc là, il invoque une loi de 1974 qui permet aux représentants du commerce, donc de faire une étude, une enquête. Et si l'enquête est concluante, puis là, tu sais, évidemment, c'est du monkey science là, qu'on fait dans l'environnement de Donald Trump, ben là, si on arrive à la conclusion qu'il y a fraude, on peut asséner des tarifs. Et ce qui est assez particulier, c'est que cet acte du Congrès de 1974 délègue entièrement les pouvoirs à l'exécutif. Donc, il n'y a pas, là, ici, là, le Congrès ne peut pas rappeler, ou, tu sais, à moins de faire une super majorité. Donc, grosso modo, on a asséné des tarifs de 25% au Brésil sur différents prétextes un peu fallacieux, là, un peu imaginaires, là, que déforestation illégale et je ne sais trop quoi. Et donc là, on assène ces 25%-là et ça commence le 22 juillet, donc dans 6 jours, ben oui. Ce qui est évidemment contraire à toute forme de pratique, de logique. Ben, généralement, le commerce international, ça se négocie sur des années. On a des partenaires commerciaux, donc la notion de partenariat, c'est qu'on discute, puis là, on fait des... Et donc là, on assène ces tarifs-là. Et là, il y a quelques exceptions, les oranges, le café, là, tout ce que les Américains ne pourraient pas acheter autrement, mais c'est encore une fois très, très opportuniste. Puis chose certaine, évidemment, le président brésilien était un peu furieux de l'apprendre en même temps que vous et moi, mais surtout, ça va pousser encore un autre pays à vouloir diversifier puis faire des affaires avec tout le monde, sauf les Américains. On assiste comme... C'est assez extraordinaire la chance qu'on a, d'une certaine façon, c'est un peu anxiogène, là, mais la chance qu'on a d'observer en temps réel le déclin de l'Empire américain. Là. Pour moi, je trouve qu'on est comme privilégié dans une certaine mesure, cette espèce d'acte d'auto-sabotage que les Américains... Je trouve ça... On va regarder ça dans 50, dans 100 ans, puis on va être comme... Vous vous rappelez la période où les Américains se sont comme auto-sabotés pendant une période de 10 ans? Je trouve ça quand même assez fabuleux quand on y pense. Mais dis-toi qu'en 7 jours, il y a le temps de changer d'idée, notre bon Donald. Oui, regarde ce qui est arrivé avec son idée. Mais le dommage est fait. Indépendamment qu'il change d'idée, c'est comme les 8 fois où il a fini la guerre en Iran là, dans les 3 derniers mois. Là, le dommage est fait. C'est pas... je lisais un analyste qui disait le meilleur résultat actuel sur la guerre en Iran, c'est le retour à la situation de février. Le meilleur résultat possible, c'est de revenir comme si on n'avait rien fait, mais le dommage est fait. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont furieux. Je veux dire, les pays du Golfe ne reviendront jamais dans le giron des Américains ayant été complètement abandonnés à leurs propres moyens comme ils l'ont été depuis 3 mois. Le mal est fait. Même si tu changes d'idée, je veux dire, les Canadiens, on est bien la preuve. Là. Dans les faits, il n'y a pas tant de tarifs sur les produits canadiens, mais on sait maintenant qu'on n'a plus en les Américains un partenaire d'échange fiable et donc il faut trouver d'autres débouchés pour nos produits et d'autres partenaires d'échange. Mais c'est peut-être grâce aux Américains, Francis, qu'on va régler une fois pour toutes le sacré dossier de changement d'heure. Parce que, non, mais c'est vrai, parce que là, il y a des démarches là, de l'autre côté de la frontière là, pour rester à l'heure d'été, là, puis à un moment donné, là, ça suffit. Ben, là. C'est passé, on n'aura pas le choix. C'est passé là, au Congrès, là, donc carrément, il reste le Sénat. Peut-être que Trump, dans un élan de je ne sais trop quoi, va y apposer un veto. Encore une fois, ça dépend de quel pied il se lève ce matin-là, mais on semble bouger aux États-Unis vers l'élimination du changement d'heure. Donc là, quelle heure va-t-on retenir? Là, c'est tout ce qui est Est-ce que ce sera l'heure avancée ou l'heure normale à voir, mais chose certaine, si les Américains vont de l'avant, le Mexique et le Canada, je crains bien, vont devoir emboîter le pas. Déjà qu'avec l'Europe, tu sais, on a comme 2 semaines de différence, donc moi qui a quelques amis et parfois quelques clients là-bas, il y a des moments de l'année où on a 5 heures de différence avec Paris, d'autres 6. C'est un peu mélangeant, mais bon. Mais ça, parfois, ça engendre des rendez-vous ratés, des entrevues ratées. Ben oui, c'est vrai, tu l'as vécu, toi. Ça engendre quelques petits pépins. Mais bon, je pense qu'on a beau avoir des relations avec l'Europe, puis bon, je dis pas que c'est... Mais tu sais, avec les Américains, là, ça serait quand même un petit peu plus dramatique. Donc, ça se pourrait qu'on doive... Et je voulais rapidement vous dire, en matière économique, là, initialement, on avait mis ça en place dans l'espoir d'économiser de l'énergie en se disant le chauffage, l'éclairage, etc. On a poussé un peu ce crayon?
Honnêtement, ça change presque rien. C'est le constat après toutes ces décennies là, de changement d'heure, c'est que ça change pratiquement rien. S'il y a de quoi, ça a même un effet négatif sur la productivité parce que le changement d'heure, c'est marginal. J'ai toujours trouvé ça un peu ridicule personnellement, mais si on le regarde à l'échelle consolidée, on constate que pendant quelques jours après le changement d'heure, il y a une baisse généralisée de la productivité. C'est quelques points de pourcentage, mais sur 43 millions de Canadiens, c'est quand même pas... C'est des millions de dollars. Et donc, le gain qu'on pensait faire en éclairage et chauffage, etc., est largement compensé par les pertes de productivité. Le seul enjeu que je vois, les amis, surtout pour nous, qui nous levons tôt le matin, c'est que sans changement d'heure, imaginons l'hiver, là, quand les journées sont très courtes, on aurait jusqu'à peu près à 9 heures le matin, pas de soleil. T'sais. Fait que là, tu te lèves, tu fais ton petit déjeuner, tu te douches, tu viens à job, tu finis, même Alex Dubé, tu finis ton show, puis il fait encore un peu noir. C'est un peu déprimant. Puis ça peut, ça aussi, avoir des conséquences économiques en matière de mobilisation, d'envie de vivre. Là, mais de toute manière, peu etc. importe, ça va être le matin ou le soir, mais dans ce bout-là, il fait noir, peu importe. Vaut mieux déménager au Panama, effectivement. Ben oui. Ben des fois, il fait noir, des fois, le ciel est jaune en sortant d'ici. Des fois, on a toujours Tout des est surprises. possible. Merci, Francis. On t'écoute à midi avec Sans Isabelle. faute.